Hello à tous, ici Anne Ponty et bienvenue dans un nouvel épisode du Chantier. Le Chantier, c'est un podcast maison, travaux et déco dans lequel j'interviewe des personnes inspirantes qui ont réalisé une rénovation. Des particuliers comme vous et moi, ou des décorateurs, entrepreneurs, architectes, bref, des gens qui ont connu ou qui connaissent encore la vie de chantier. Mon objectif, partager des conseils concrets à tous ceux qui se lancent dans les travaux. J'ai moi-même réalisé récemment ma première grosse rénovation, celle de ma maison, et en partageant les avancées des travaux sur mon compte Instagram, je me suis vite rendu compte que le sujet a intéressé beaucoup d'entre nous. Alors bienvenue sur le podcast où l'on n'a pas peur de se salir les mains, où l'on adore parler plomberie, électricité, placo et ponçage de parquet. Bref, bienvenue sur le chantier. Hello à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode Parole de Pro, les épisodes du chantier dans lesquels j'interviewe des professionnels de la rénovation et de la maison qui vous partagent leurs conseils d'experts sur le sujet sur lequel ils sont spécialisés. Aujourd'hui, je suis avec Jade qui travaille chez Aurac, que vous connaissez peut-être, vous avez déjà entendu leur nom ici en tout cas, car plusieurs de mes invités les ont déjà cités dans leurs bonnes adresses dans des épisodes. Aurac, c'est la marque, le site spécialiste des moulures, des corniches, des plinthes, des panneaux muraux décoratifs, et j'ai posé à Jade toutes mes questions sur le sujet pour vous aider à y voir plus clair, à bien comprendre les avantages de ces produits, de ce que ça peut changer dans votre intérieur d'en poser, pour vous aider aussi à bien les choisir pour votre projet et enfin pour bien les poser sur vos murs si vous le faites vous-même. Merci beaucoup à Jade qui a répondu à toutes mes questions avec brio et précision et qui, vous allez le voir, rend le monde de la moulure accessible, amusant et facile. À la fin de l'épisode, je n'avais qu'une envie, poser des moulures partout chez moi. Ce sera peut-être aussi le cas pour vous, attention. Si c'est le cas, sachez que vous pouvez profiter de moins 10% sur tout le site auracdécor.com avec le code LECHANTIER tout attaché en majuscule jusqu'au 30 juin 2026. Alors profitez-en. En tout cas, bonne écoute, place à l'épisode maintenant et à ma conversation avec Jade d'Aurac. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le chantier. Je suis aujourd'hui avec Jade. Hello Jade, comment ça va ? Ça va bien. Et toi, comment tu vas ? Ça va, super. Tu es prête à te faire cuisiner pendant une bonne heure sur les moulures, les corniches, les plinthes et tutti quanti. Allons-y. Alors, merci de m'accueillir dans le showroom Aurac à Paris. On est à Saint-Michel, pas très loin de Châtelet, dans le temple de la moulure vraiment et de la corniche. Vous, c'est votre spécialité, votre métier. Tu travailles chez Aurac Décor, Aurac, O-R-A-C. Je le dis tout de suite pour ceux qui écoutent et peut-être qui ne connaissent pas la marque. Vous êtes la marque de référence pour tout ce qui est... Alors, je me suis dit qu'on allait dire éléments décoratifs muraux. Je ne sais pas si vous avez un terme un peu différent peut-être. C'est parfait. En clair, tu vas tout nous dire aujourd'hui sur les moulures, les cimaises, les corniches, les plinthes, les panneaux muraux, bref, tout ce qui peut en fait habiller un mur quand on fait des travaux et qu'on a envie de le rendre plus beau. On va parler de ce que ce type de produit peut apporter à un intérieur, en fait, de bien choisir parmi tout ce que vous proposez, parce qu'il y a évidemment des dizaines de styles de moulures différents, par exemple. On va aussi parler de pose, parce que la bonne nouvelle, c'est que ce sont des produits hyper accessibles, faciles à poser soi-même. Pour commencer, peut-être que tu peux tout simplement te présenter, nous expliquer ce que tu fais dans la vie et nous dire en quelques mots en quoi consiste ton métier. Bien sûr. Donc bonjour à tous, donc moi je m'appelle Jade, j'ai 26 ans. J'ai rejoint la marque Aurac en septembre 2024. Donc ça fait maintenant 1 an et demi que j'y suis et mon rôle donc c'est responsable commercial sur la région Nord-Ouest. Donc j'essaye de faire rayonner au maximum la marque Aurac sur ma 20aine et quelques de départements. Donc en apportant mon expertise, en formant sur les produits, sur les nouveautés, en essayant au maximum aussi d'inspirer les clients directs et indirects pour faire grandir la marque Aurac. Et du coup, tes clients, c'est beaucoup via la distribution pro ?
Donc ça va être des magasins, des showrooms qui sont pas forcément à votre nom. C'est aussi des distributeurs partenaires, c'est ça ? C'est ça, exactement. Nous, en France, on est plutôt sur un circuit de distribution. Ouais. Donc, on va travailler avec nos partenaires distributeurs, donc dans le réseau peinture, dans le réseau carrelage. Ça peut être aussi les magasins de décoration, les agenceurs, cuisinistes. Ok. Donc ça, c'est nos clients directs, ceux à qui on vend la marchandise. Et après, on a bien évidemment nos clients indirects aussi, donc qui comprend les architectes, les décorateurs, les artisans poseurs, et voilà. Ok, super. Est-ce que tu peux me raconter l'histoire d'Aurac ? Parce qu'il me semble que c'est une entreprise qui est belge. Et me dire un peu, tu vois, comment s'est développée votre expertise au fil des années pour arriver à ce qu'elle est aujourd'hui. À la belle marque qu'elle est aujourd'hui. Donc nous, effectivement, Aurac est une marque belge. Donc c'est une marque qui a été fondée en 1970, qui a une cinquantaine d'années maintenant. Ah ouais. Donc la marque a été fondée par Guy Tailleux. Ok. Et son objectif en 1970, ça a été vraiment de démocratiser la moulure. La moulure qui était réservée à une certaine catégorie de personnes. Oui, dans les années 70, ça devait être différent d'aujourd'hui. En plus, ça devait être un marché un peu différent. Complètement différent. En fait, c'était vraiment la moulure destinée à un public avec beaucoup d'argent. Donc, c'était destiné pour les palaces, pour les demeures, pour les châteaux. Mais c'était loin d'être accessible à tout. Donc l'objectif de notre fondateur, c'était vraiment de démocratiser la moulure en ayant des produits de qualité, que ça soit visuel ou même dans le matériau, qui soient faciles à poser et qui soient surtout abordables. D'accord. On a plutôt réussi. Objectif atteint. Objectif atteint, puisqu'on a développé 3 matériaux dont on parlera un petit peu plus tard, je pense, qui nous permettent justement de répondre à ces trois volontés. D'accord. Et du coup, il est parti avec la moulure vraiment, et après, il a développé d'autres types de produits décoratifs au fur et à mesure des années. Alors, au tout début, avant d'avoir cette volonté de démocratiser la moulure, il développait des enseignes en polymère pour des marques de bière notamment, puisqu'on est une marque belge. Ok. Et voilà, il a commencé à se démocratiser dans la moulure. Donc, pour commencer, ça a été la plinthe, la simèse, puis la corniche. Et plus les années ont avancé, plus la marque s'est développée dans d'autres catégories de produits qu'on verra juste après. Ok, et qu'est-ce que vous avez à cœur de proposer aujourd'hui ? Selon toi, tu vois, qu'est-ce que ça t'évoque, cette question ? Alors moi, ce que j'aime dire, comme j'aime le décrire, c'est vraiment proposer du luxe à prix abordable. Donc c'est vraiment avoir quelque chose, comme je disais, qui soit de qualité, puisqu'on ne lésine pas sur la qualité, accessible. D'accord. Et oui, et puis même dans l'univers de la marque, c'est vrai qu'il y a quand même toujours cette image de la moulure avec, comme tu le disais, ça a quand même une connotation d'un endroit un peu luxueux, enfin pas forcément luxueux, mais avec une certaine prestance, on va dire. Donc, on est d'accord. Ouais. Alors, quels sont les différents produits que vous proposez ? Si on fait une petite liste tout de suite pour que ce soit bien clair pour les personnes qui nous écoutent, sur votre site notamment, et puis dans divers magasins, il y a des corniches pour... Alors, la corniche, ça va être tout ce qui est entre le plafond et le haut du mur, en fait, c'est ça ? Tout à fait, c'est ça. Dans les coins, là ? C'est ça, exactement, entre le plafond et le mur. Dis-nous tout. Fais-nous un peu la liste des catégories. Donc nous, en fait, souvent quand on parle de moulure, on va vraiment penser aux cadres qui sont sur les murs. Oui, et en réalité, l'espèce de frise, là, la ligne décorative. La démarcation, tout à fait. En réalité, la moulure, c'est plus que ça encore, puisque la moulure, en fait, elle englobe du sol au plafond, donc la plinthe. D'accord. À la plinthe, pour toi, c'est une moulure. La plinthe est une moulure, tout à fait. Bon, dans le langage pro, on va dire. Dans le langage pro. Dans le langage commun, voilà, c'est vrai que la plinthe... La plinthe est une plinthe. D'accord. Dans le langage commun, on est d'accord. Bon, après, la plinthe reste une plinthe aussi. Et pour vous, dans la moulure, en fait, il y a plinthe... Exactement. Simèse, du coup. Simèse. Qui est sur le mur. Qui est sur le mur, donc on appelle communément la moulure. D'accord. Et on va avoir du coup, pour terminer sur le mur, la corniche qui, comme tu le disais, vient du coup entre le mur et le plafond. D'accord. Donc ça, c'est 3 premiers éléments qu'on a développés chez Aurac. On a également... bas en haut du mur. Du bas au haut du mur. On a également tout ce qui est éléments décoratifs. Donc ça comprend les rosaces, ça comprend les entourages de portes, ça comprend les frontons de porte, ça comprend les frontons de porte. Ah oui, trop joli ça. Donc rosace, c'est ce qui est au milieu d'un plafond. En général, c'est pas obligatoire, mais il y a un luminaire, une suspension qui va descendre du milieu de cette rosace. C'est ça, exactement. Ok. Tout à fait. Donc ça, c'est rond. Oui, ça peut être rond, ça peut être un petit peu allongé, mais effectivement, le plus généralement, c'est rond. Ok. Et après, tu m'as dit quoi, pardon ? Fronton de porte. Ouais, donc ça, c'est entourage de porte. Bon, oui, le cadre mouluré autour de la porte. Exactement. D'accord. Alors, le fronton de porte, c'est ce qui va venir habiller du coup le haut d'une porte. Ok. Donc ça prend généralement
tout à fait au-dessus du cadre. Ça prend généralement la largeur de la porte et ça vient apporter de la décoration avec des motifs généralement qui sont très baroques, très ornementés. Ça y est, je vois ce que c'est. Ok. Et alors après, qu'est-ce que vous avez d'autre ? Donc après les éléments de décoration, on va avoir les panneaux muraux. Donc les panneaux muraux qui ont été développés un petit peu plus récemment puisque ça n'a que 7 ans maintenant, mais qui fonctionnent très bien. Et on va avoir en dernière catégorie nos outils de pose. Tous les accessoires, les cols, les outils de coupe, etc. Ok. Panneaux muraux, juste pour revenir dessus, typiquement c'est ce qui est au-dessus de toi là. Tout à fait, c'est ça. Ça en fait partie. D'accord, ça va être des grands aplats un peu, des grands panneaux avec des motifs différents, souvent un peu plus contemporains peut-être que la moulure classique. Alors ça dépend. Pas forcément. Mais effectivement, donc c'est un très mauvais exemple parce que du coup c'est un format qui n'existe plus. Ah d'accord, en plus, et qui est très contemporain. Qui est très contemporain. Bon alors le design existe encore, mais le format n'existe plus. Donc les panneaux muraux, en fait, c'est des panneaux qui mesurent 25 cm par 2 mètres ou par 2,60 m. Et le but, c'est vraiment de venir se faire du soubassement, du mural complet, de la borne d'accueil, de l'habillage de meubles, etc. Avec des motifs plus ou moins contemporains, puisqu'on a aussi des panneaux muraux très baroques, très ornementés, très haussmanniens. Mais effectivement, la plupart, quand même, abordent plutôt un style contemporain. Ok. Et j'ai vu aussi que vous aviez de l'éclairage indirect. Bon, alors c'est vraiment du détail et ça va dans les accessoires, mais pour les corniches, du coup, je pense, typiquement, là, il y en a dans la pièce où nous sommes. Tout à fait. Pour éclairer le plafond, en fait. C'est le détail magnifique. Tu éclaires, en fait, ta corniche, quoi. C'est ça ? Tout à fait. Effectivement, merci Anne, parce que je l'avais oublié dans les éléments. Oui, l'éclairage indirect. Alors finalement, l'éclairage indirect, on va en avoir dans presque l'intégralité des catégories produits, puisque là, effectivement, on a une jolie corniche rétro-éclairée, mais on peut aussi très bien avoir une simesse comme ici avec un bandeau lumineux LED. D'accord. On peut aussi avoir un panneau avec une finition lumineuse. Donc on peut vraiment intégrer de l'éclairage indirect dans la majorité des produits qu'on va proposer. Et c'est effectivement vraiment ce qui va apporter la finition, qui va vraiment définir le style et l'ambiance qu'on veut donner à l'intérieur. Et ça, pareil, mettre en valeur vraiment ce qu'on a pris la peine de poser dans un intérieur pour le rendre encore plus beau, ça le valorise encore plus. Tout à fait, c'est ça. Ok, génial. Donc, c'est très clair. Comment vous fabriquez vos produits ? Tout ça, là, comment ça se passe, la fabrication ? Si tu peux nous raconter un peu, tu vois, même des idées au début, qui imagine ces produits, quel est le processus un peu créatif, tu vois, jusqu'à vraiment la fabrication du produit en lui-même, les matériaux, vos ateliers, voilà. Alors nous, chez Aurac, on a à cœur déjà de tout faire en interne. Donc ça débute bien évidemment par un département design qui est à l'affût de toutes les tendances, toutes les dernières tendances du marché. On arrive quand même à sortir des nouveautés 2 fois par an, donc on en est particulièrement fiers. C'est vrai que la marque Aurac fonctionne particulièrement bien, mais ceci étant, il ne faut pas se reposer sur ses acquis, et c'est bien toujours d'apporter du renouveau à nos clients. Donc voilà, département design qui fait un travail de fou. Ensuite, bien évidemment, intervient notre département recherche et développement, parce qu'on a réussi à créer des super matériaux, mais bien évidemment, on peut toujours s'améliorer, que ça soit dans la résistance, que ça soit dans la production, dans l'éthique environnementale. Et puis tu as toujours des nouveautés techniques, donc des possibilités de faire encore mieux. Tout à fait. Et parce qu'en effet, ce qui est particulier chez vous et ce qui fait votre force, je pense, c'est que c'est pas des moulures en bois ou en quoi d'autre, en plâtre, toute bête, entre guillemets. C'est que vous avez un matériau qui vous est propre, plusieurs matériaux même, tu le disais, que vous avez développé en effet, et qui, tu vas nous raconter, mais j'imagine, a plein de qualités par rapport à ce qui est proposé peut-être un peu plus basique sur le marché. Ouais, tout à fait. C'est quoi du coup ces matériaux-là ? Donc nous, on a 3 matériaux chez Aurac principaux. Donc le premier, ils ont tous leur appellation particulière parce que bien évidemment, c'est des matériaux qui sont brevetés. D'accord. Donc le premier, c'est le Puro-Touch. Donc là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça, le Puro-Touch ? En fait, c'est un polyuréthane. Ce n'est pas un lave-vaisselle. Non, ce n'est pas un lave-vaisselle. Non. Ça aurait pu, effectivement, mais non, ça ne l'est pas. Donc non, le Puro-Touch, c'est un polyuréthane en fait qui est moulé. D'accord. Donc le gros avantage du polyuréthane moulé, c'est que vraiment ça va nous permettre de pouvoir développer un très très grand nombre de designs, d'avoir des choses qui ne sont pas du tout linéaires, des choses très baroques comme on a ici au plafond, des choses très ornementées. Parce que c'est plus malléable. Parce qu'en fait, il faut imaginer à la production des gros moules à gaufres.
D'accord. Donc en fait, nos moules peuvent avoir finalement le design que l'on souhaite. Si on veut quelque chose de très floral, très ornementé, on peut le développer dans un moule. Et du coup, après, on va venir presser la matière et on va arriver à avoir des choses très détaillées comme ça. C'est un super matériau parce qu'on a aussi une très bonne résistance. On est quand même sur une résistance placo-plâtre. Équivalente au placo-plâtre. Voilà, équivalente au placo-plâtre. Donc en fait, le placo-plâtre, c'est le mur que vous avez chez vous qui va être nu finalement, sans papier peint. Sans papier peint ou sans décor par-dessus. Peinture. Exactement. Donc on est quand même sur une très haute résistance. Donc ça, c'est le premier matériau. Le second matériau, c'est le duropolymère. Donc là, on est sur un polymère extrudé. Ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, moi j'aime beaucoup la nourriture, vous allez le voir. Après le moule à gaufres, on a le moule à chichi. Ah, très bien. L'appareil à chichi, donc il faut imaginer, pareil, un appareil à chichi. On injecte la matière dans un moule et en fait, par extrusion, du coup, le produit va se former. D'accord. Donc, la petite limite qu'on ait, c'est qu'on ne peut avoir des choses que linéaires. Oui. On ne peut pas avoir de détails non linéaires. Donc, contrairement au Puro Touch, des choses très ornementées, très haussmanniennes, très florales, etc., on ne peut pas l'avoir en duropolymère. Par contre, le gros avantage, c'est que ça a une résistance équivalente à la céramique. Ah, d'accord. Donc, c'est ultra résistant. Beaucoup plus résistant. Donc ça, pour des couloirs qui sont très empruntés, c'est l'idéal. Pour des comptoirs de bar, pour des couloirs Passage d'hôtel. fréquent, usage fréquent. Exactement. Okay. Donc ça, c'est une belle révolution. Et aussi, ce matériau-là est produit à base de 100% de matériaux durables depuis l'année dernière. On en est particulièrement fiers. Ah, j'imagine. Donc c'est à base de 100% de matériaux recyclés ou biosourcés. D'accord. Donc ça va être des pots de légumes, des pots de betterave, des épluchures d'orange. Ah oui, d'accord. Ça va être grossièrement ce qu'on peut trouver dans vos poubelles, des pots de yaourt aussi. Dans le compost. Exactement. Et des matériaux recyclés, donc par exemple nos déchets de production. Chez Orac, on ne peut pas dire d'ailleurs qu'on a des déchets de production puisque tout est réutilisé, refondu. D'accord, génial. Donc voilà, c'est une de ses grosses qualités. Et le troisième matériau qu'on a, c'est le flex. Donc là, c'est la même base que le Puro Touch. Simplement, on vient injecter une résine à l'intérieur qui permet de le rendre souple. D'accord. Ah, très intéressant. Très belle technologie. Du coup, ça permet de suivre des courbes existantes, de ne pas se restreindre. Des cages d'escalier, des murs courbes. Tout à fait, exactement. Là où on peut finalement se dire que des fois, c'est un inconvénient, et finalement, ça peut devenir un avantage aussi puisque on a le matériau pour s'adresser à ce type de problématique. D'accord. Ça permet aussi de créer des courbes. Oui. On aime beaucoup aujourd'hui avoir des arches tellement. Sur les murs, etc. Ouais. Donc c'est le genre de choses qui sont réalisables grâce à notre matériau flexible. D'accord. Et au niveau de la fabrication, vos ateliers, c'est quoi? C'est en Belgique Tout à fait. Donc on a notre département design qui est en Belgique, du coup, au siège. On a notre département recherche et développement qui est également en Belgique au siège. Vous êtes où, à Bruxelles? Non, on est à Ostende. Ah oui, c'est ça. On est proche, très proche. C'est à 1 heure de Lille. Ouais. C'est à la mer. Ouais, c'est à la mer. C'est à la mer. C'est beau Ostende, je crois. C'est très sympa, très joli. Il fait froid, mais c'est très joli. Évidemment, mais ça... On peut pas tout avoir. Et donc, on a 2 usines de production qui sont les nôtres, bien évidemment. Donc, on en a une qui est basée en Belgique et qui produit tout le duropolymère. Et on en a une seconde qui est basée en Slovaquie et qui produit le Puro Touch et le Flex. Ok. Pourquoi en Slovaquie? Parce que, en fait, ils avaient l'expertise là-bas sur cette typologie de matériaux. Et du coup, on n'a pas voulu délocaliser ce savoir-faire. On a gardé le savoir-faire en Slovaquie dans notre propre usine de production. Ok. Tu y es déjà allée? Bien sûr, bien sûr. Je connais tous les détails de la production qui sont pour beaucoup secrets. Est-ce que après les moules, là, il y a de la cuisson? En fait, le matériau est injecté à haute densité. D'accord. Donc en fait, le matériau, il est fondu finalement avant d'être injecté dans les moules. Et c'est justement le processus après de rafraîchissement, etc., qui va permettre de le rendre rigide. D'accord, trop intéressant. Et alors, en quoi ces matériaux, ça va différer des moulures en plâtre ou en bois? Tu vois, typiquement, ça va être quoi les avantages, peut-être les inconvénients? Je ne sais pas s'il y en a. Alors, chaque matériau, bien évidemment, a ses forces et ses faiblesses. Nous, chez Orac, ce qui va être intéressant par rapport au bois, au MDF et tous les produits à base de bois transformés, c'est qu'on est 100% imputrescible.
donc 100% résistant à l'eau. D'accord. Donc on va pouvoir aussi bien nous trouver en intérieur, en extérieur, en pièces humides. On en met quelquefois dans une douche. Dans la salle de bain, dans la douche. Dans la salle de bain, ça pose aucun problème. Okay. En crédence de cuisine non plus. Donc c'est un des gros avantages par rapport au bois, parce que bien évidemment pas de déformation. Le gros avantage par rapport au plâtre, ça va être surtout à la pose, parce que le plâtre, c'est vrai que c'est très difficile à poser, c'est tout un art. Ouais. C'est vraiment posé par des plâtriers. C'est très lourd, il faut être plusieurs, il faut étayer dans beaucoup de cas. Alors que nous, on est sur des matériaux très légers qui permettent d'éviter justement. Léger. C'est très très léger. Je vais aller sous-peser après là, des moulures pour voir. C'est vrai que je les ai pas encore prises en main. Ah il y en a juste là. Ah oui. Fais-toi plaisir. Ouais, c'est hyper léger. C'est hyper léger. Et encore, t'es pas sur le plus léger. Ouais, et là, j'ai un panneau qui est quand même assez grand, tu vois, c'est pas une mini moulure. Non, d'accord. Et du coup, oui, c'est beaucoup plus facile à installer parce que c'est hyper maniable, quoi. Exactement. Donc en fait, ça veut dire que quasiment peut-être tous vos produits sont dispo, soit dans des versions, pas rigides, mais en tout cas classiques, et en version flex. On peut choisir selon ses besoins, selon la pièce à laquelle on les destine, si on a besoin de la version classique, qui est plus ou moins rigide, et la version complètement flexible. C'est ça, exactement. Donc nous, en fait, faut imaginer, donc on a presque 400 références quand même dans notre catalogue, donc il y a vraiment l'embarras du choix. Sur ces 400 références, on en a quand même 70% qui existent en flexible. Qui existent dans les deux versions, quoi. Alors, une référence flexible existe systématiquement en rigide. Okay. Parce que le but, c'est vraiment de pouvoir combiner justement le flexible qui répond à une certaine problématique. Pouvoir avoir du rigide et puis de continuer dans l'autre pièce où on a besoin avec du flexible. Tout à fait. Par exemple, on va avoir un angle de mur qui va être arrondi. On va pouvoir sans problème avoir une plainte rigide et une continuité flexible, du coup, simplement pour l'angle. Vous avez des plaintes flexibles. J'avais même pas pensé à la plainte, mais oui, bien sûr. Trop bien. Ouais, bien sûr. On a du flexible dans toutes les catégories produits, finalement. D'accord. Donc, on va retrouver du flexible, des plaintes flexibles, de la simèse flexible, de la corniche flexible et du panneau flexible, bien évidemment. La seule catégorie qui n'existe pas en flexible, c'est les éléments de décoration. D'accord. On va pas avoir de rosace, évidemment. Oui, bien sûr. Ou de colonnes en flexible. Ouais, bon. Ça n'existe pas. Ok. C'est très souple, je m'en rends pas compte. Je vais aller toucher aussi après et manier. C'est très souple ou c'est juste un peu flexible? Après, il faut le travailler pour l'arrondir plus ou... Alors, ça va dépendre en fait de la référence. Okay. Parce que plus une référence va être épaisse, grande, enfin plus la dimension va être importante, moins elle va être flexible. Okay. Donc, chaque référence flexible a un rayon de cintrage à respecter. D'accord. Un rayon de cintrage minimum à respecter okay. pour que ça puisse parfaitement être installé. Trop bien. Si je te dis développement durable chez Orac, qu'est-ce que ça t'évoque et par quoi ça passe chez vous, ces sujets-là? Tu l'évoquais un petit peu juste avant, c'est pour ça, du coup, je me dis qu'on peut en parler un peu plus. Eh ben, t'as bien raison, parce que c'est un sujet très important, du coup, chez Orac. Bon, effectivement, on en entend parler de plus en plus depuis ces dernières années, et tant mieux, d'ailleurs, c'est très très bien. Mais c'est vrai que c'est un sujet déjà qui est au cœur de la production depuis bien plus qu'une dizaine d'années, une vingtaine d'années maintenant chez Orac. On a vraiment à cœur de réduire au maximum notre empreinte environnementale. Donc ça passe par exemple par l'alimentation de toutes nos usines via des panneaux solaires la journée et via de l'énergie verte la nuit. Ça passe également par, comme je le disais tout à l'heure, des produits qui sont à minima produits grâce à 30% de matériaux durables, voire même 100% pour l'un de nos matériaux qui est le duropolymère. Et bien sûr, on a à cœur de faire grandir du coup cette éthique environnementale au fil des années et augmenter ce pourcentage d'ici 2028-2030. Ok, ouais, mais j'imagine que c'est un des gros challenges. J'aimerais parler un peu avec toi de la vision d'Orac. En fait, je t'explique, j'ai lu sur votre site un paragraphe dont j'aimerais bien qu'on parle. Je vais te le lire et tu vas me dire ce que ça t'évoque. Chaque mur est une toile blanche. Là où d'autres ne voient qu'une surface plane, nous voyons un monde de possibilités. Je trouvais ça chouette déjà. Une base vierge en attente d'une touche d'intervention, une fondation nue en quête de forme et de dimension, un support neutre qui ne demande qu'à devenir un projet au centre de toutes les attentions. C'est beau, hein? Oui, effectivement. Donc, en fait, d'où la timeline chez Orac, c'est give walls personality. Ouais, donc, mais c'est exactement ça. Donner de la personnalité au mur. C'est vrai que on a beaucoup tendance à voir des murs blancs et pour nous, c'est un affront de voir un mur blanc. Blanc lisse surtout. Voilà.
Tout à fait. Parce qu'après, il y a la couleur. Exactement. On peut avoir, bien évidemment, un mur qui va être blanc avec de la moulure et c'est très joli. Non, voilà, des murs lisses. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment apporter de la profondeur, de la personnalité. On veut que les gens aient un intérieur qui leur ressemble et ça passe par, justement, les éléments de décoration qu'on peut y implanter. On n'a pas peur d'apporter du charme, de l'authenticité, du caractère et surtout des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Donc c'est vrai que c'est un champ immense de possibles, quoi. Ouais, c'est ça. Et je trouvais ça chouette comme vision. Qu'est-ce que ça change concrètement pour toi d'ajouter des... Alors, bon, moi, je vais garder le langage commun. Et donc, si je te dis moulure, tu vois, je pense à ce qui est sur les murs. Voilà. Très bien. D'ajouter des moulures, des corniches. Alors, les plinthes, bon, on a toujours des plinthes, mais elles sont plus ou moins jolies et plus ou moins travaillées. Voilà. Oui, d'accord. Un soubassement, des panneaux muraux, des cadres, voilà, en moulure comme ça, comme il y a ici, typiquement pour habiller un mur. Qu'est-ce que ça change pour toi dans un intérieur ? Alors, comme je le disais juste avant, ça va vraiment venir donner de la personnalité parce que, comme un humain, finalement, comme toi, comme moi, on a des personnalités complètement différentes. On n'est pas venu coiffer pareil, on n'est pas venu habiller pareil, on n'a pas le même caractère. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple c'est beaucoup plus commun, plutôt, de faire parler sa personnalité via une personne et moins via son intérieur. Donc on a tendance, à rester dans des choses très simple, très basique, très commune, alors qu'en réalité il y a vraiment tellement de choses à faire et des fois il suffit d'un rien finalement, on vient juste rajouter une simèse, rajouter un soubassement. Là je parle d'orac, mais en décoration il y a le papier peint, il y a plein d'autres choses aussi, pour vraiment apporter de la personnalité, avoir quelque chose qui nous ressemble et qui fait parler du coup qui nous fait parler nous tout simplement. Oui, comme on s'habille, tu le disais tout à l'heure. On habille aussi ces murs comme on s'habille. Exactement. Et tu parlais de profondeur tout à l'heure. C'est vrai que du coup, ça crée en fait, avec ces lignes-là, ça crée, tu vois là typiquement, il y a des cadres. Donc en fait, ça apporte du relief, peu de texture, tu vois. Et c'est vrai que ça crée ce truc de profondeur où ton mur, je sais pas comment expliquer ça. C'est vraiment la profondeur le mot en fait. Ouais, non, effectivement. C'est ça. De toute façon, grâce aux éléments de décoration Aurac, on va vraiment pouvoir apporter, effectivement, comme tu le disais, de la profondeur. Selon comment on utilise les produits aussi, on va pouvoir apporter de la hauteur. Enfin voilà. Oui. Le but, c'est vraiment de venir sublimer les intérieurs. Ah oui. Et tu peux en effet, tu vois, si tu as peut-être un plafond un peu bas ou pas très haut, donner un effet de hauteur. D'accord. Ah oui, ça c'est hyper intéressant. Exactement. Faut prendre des forces de chacun des produits. On a la chance d'avoir chez Aurac des produits qui sont facilement utilisables. On peut faire beaucoup d'accumulation, ce qui va vraiment permettre tout simplement de venir prendre le meilleur d'un intérieur pour justement combler ce qui peut paraître comme des fois étant un inconvénient. Oui, typiquement ici dans la pièce, là, j'y reviens, mais tu as des cadres en partie haute du mur, une moulure qui fait comme une frise sur toute la longueur, des cadres aussi en partie basse, en soubassement, des corniches, et ça fait pas too much, tu vois. Enfin, c'est beau, ça fait pas too much. C'est la totale, t'as tout mis, quoi. Non, il n'y a pas de rosace au plafond. Non, il n'y a pas de rosace au plafond parce qu'on a des spots. Mais effectivement, là, si on prend cette pièce en particulier, on est parti à la base d'une pièce donc vierge, lisse, avec des murs qui n'avaient rien finalement. Pas d'âme particulière. Voilà, exactement. En revanche, on a une colonne du coup là qu'on voit en pierre véritable, authentique. Et le but, c'est de venir du coup sublimer cet élément naturel là en restant dans quelque chose d'authentique, de rustique. C'est pour ça qu'on y a mis notamment de la moulure et pas du panneau muraux qui est beaucoup plus contemporain. On est dans une pièce également dans laquelle on n'a pas de fenêtre extérieure. Les gens ne le voient pas, mais on n'a pas de fenêtre extérieure. Et c'est pour ça qu'on est venu apporter de la hauteur, de la profondeur avec un éclairage indirect qui fait le tour de la pièce. Ah oui. Alors que pour autant, on a quand même une couleur assez foncée au mur. Ce joli vert. Ce joli vert profond. Argile, c'est ça ? Argile, exactement. C'est de la peinture argile. Comme tout le showroom. Comme tout le showroom. Donc voilà, le but, c'est vraiment de prendre des avantages de la pièce. Donc là, je pense au mur en pierre, par exemple. On a une certaine hauteur sous plafond, on a presque 3 mètres, donc c'est vrai que ça favorise aussi. Et d'utiliser les éléments qui vont nous permettre d'oublier, entre guillemets, les inconvénients qu'on peut avoir, comme par exemple ce manque de luminosité. Ah oui, carrément. Et tu vois, je parlais tout à l'heure de créer des effets, des impressions de hauteur ou
de profondeur, tout ça. Typiquement, est-ce que créer un sous-bassement, ça n'a pas tout de suite cet effet de hauteur sous plafond? Alors, est-ce que c'est pas un bon truc quand on a un peu un plafond un peu bas? Ça peut être une très bonne option. Dans ce cas-là, bien évidemment, attention, on respecte de toute façon pour un sous-bassement presque systématiquement les 2 tiers, 1 tiers. La proportion 2 tiers, 1 tiers, ok. La proportion, c'est 2 tiers, 1 tiers. Donc on va mets ta moulure au 1 tiers en partant du bas. Tout à fait. La moulure au 1 tiers en partant du bas pour laisser les 2 tiers jusqu'au plafond. Et après, du coup, cette règle-là, bien évidemment, elle peut être utilisée pour toutes les hauteurs. Donc on va avoir un sous-bassement qui va être plus ou moins haut selon la hauteur globale du mur. Mais ça va nous permettre, quoi qu'il arrive, d'apporter de la profondeur et de la hauteur. Mais oui, en fait, ça crée des zones quoi dans le mur et du coup ouais, je pense que ça crée de la hauteur. J'ai réfléchi, alors quand tu as est-ce que tu as trop de hauteur sous plafond? Non, c'est jamais un problème, t'as jamais besoin. Non. Dans l'autre sens, t'as jamais besoin de corriger. Exactement, c'est jamais un problème la hauteur sous plafond, bien que des fois ça peut l'être quand on oui, parce que tu peux avoir parfois un mur trop grand ou trop long, tu vois. Par contre, typiquement, tu peux avoir un mur long comme ça que tu sais pas trop comment habiller, que tu trouves un peu vide et trop lisse, quoi. Moi, j'ai ça chez moi, tu vois, je sais pas quoi mettre dessus. Et typiquement, parfois, je me dis, mais pourquoi j'ai pas pensé à l'époque? Mais je n'avais pas encore le podcast et je n'avais pas entendu tous mes invités qui me recommandent Aurac. Pourquoi on n'a pas mis des moulures? Bon, c'est un peu de boulot, mais pourquoi on n'a pas mis des moulures t'aurais pu. Après, quand tu commences, faut faire au moins toute la pièce, tu vois. Tu vas pas faire juste un mur. Ouais, alors ça dépend. On a aussi des personnes qui mettent de la moulure sur un pan de mur seulement. Ouais. Parce que des fois, tu vas peut-être avoir des murs sur lesquels tu vas avoir une console qui prend, qui prend beaucoup de place, une bibliothèque, un coin télé, etc. Donc, on n'est pas forcément obligé d'en mettre partout. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit souvent chez Aurac. On n'est pas obligé. Enfin, il n'y a pas de petits projets. C'est-à-dire que des fois, il suffit d'un mur, il suffit d'un panneau même qui va venir. Tu vois, tu parlais de murs très grands et plats et lisses. Des fois, il va suffire, ne serait-ce que de mettre un panneau, 2 panneaux côte à côte pour délimiter 2 espaces, par exemple. Et tout de suite, on va venir casser justement cet effet de longueur qui peut des fois être un petit peu trop... Je suis en train de visualiser parfaitement ça chez moi, là. Voilà, ravi que tu puisses... C'est vrai que je pourrais faire que sur ce mur, peut-être. Ouais, je réfléchis. Très bien. En tout cas, voilà, il y a plein d'effets. En fait, il y a des conséquences, quoi. C'est pas juste décoratif, ça a aussi des effets sur, casser une longueur, casser un mur, un plafond trop bas. J'imagine qu'il y a plein d'autres choses auxquelles là, je ne pense pas. Mais il y a une multitude de possibilités de toute façon avec Aurac. J'ai un de mes agents un jour qui m'a dit la seule limite des produits Aurac, c'est l'imagination de celui qui l'utilise. Oui. Et j'ai trouvé cette phrase belle parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses à faire. Plein de design à donner, plein de détails à corriger, plein de charme à apporter. Donc, vraiment beaucoup de choses à faire. Ok, super. Ça donne aussi, on n'en a pas trop parlé, mais tout de suite un esprit plus cossu aussi, tu vois, je trouve. Tout à fait. Au-delà de la profondeur, du relief, etc., ça chiquise un peu aussi un endroit, tu vois, parce que tu as toujours cette connotation de l'ancien et d'une maison un peu bourgeoise, ou d'un intérieur un peu bourgeois. Et donc, ça upgrade un peu ton mur, quoi. Parce que, c'est les codes, en tout cas, des intérieurs un peu plus cossus. Exact. Et ça fait pas de mal aussi, voilà. Quand on a envie d'avoir... Alors après, ça dépend. Si on part évidemment sur les styles un peu anciens, classiques, et haussmanniens. Haussmanien, c'est ce que j'allais dire. Là, sur le style haussmanien, effectivement, ça va apporter du charme. Et effectivement, ce côté un petit peu... le chic à l'ancienne qu'on peut trouver généralement en région parisienne et qui est beaucoup recherché en région, même en région et ailleurs. Oui, en tout cas dans les intérieurs anciens. On est d'accord. Alors, comment on fait concrètement si on a envie d'habiller ses murs avec Aurac? On regarde sur votre site pour s'inspirer, trouver des idées? Très bonne idée, très bon réflexe. Le showroom ici, c'est pour plutôt les architectes? Ouais, on a un showroom alors effectivement qui... Aujourd'hui, en tout cas, là où il est placé tel qu'il est ouvert sur rendez-vous aux professionnels. D'accord. Maintenant, on a des projets qui arrivent incessamment. On m'a glissé dans l'oreillette qu'il y avait un projet de showroom public. Exactement. Ouvert au public. Donc ça va être trop chouette. On a hâte. Donc, on a hâte. À Paris. À Paris. Ok. On a hâte aussi. Et le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très immersif, très inspirant. Donc, le site aussi. Très très bon réflexe parce que sur le site on a l'intégralité des références. On va retrouver également les dessins techniques avec les dimensions notamment. Et il y a des photos des projets de réalisation, quoi. Tout à fait. Exactement. On a un onglet de réalisation. Du coup, c'est des photos libres de droit qu'on peut télécharger, intégrer dans un mood board si jamais on a besoin de faire un mood board, etc. Et ça permet déjà, ne serait-ce que cibler le type
du projet qu'on a envie de réaliser, le style dans lequel on a envie de se projeter. Donc déjà commencer à faire une petite présélection, disons. Donc le site, excellent moyen. En plus, il y a un petit code promo dont on reparlera en fin d'épisode, mais je vais le glisser dès maintenant. Ça vaut vraiment le coup parce que vous avez gentiment proposé d'offrir un code promo aux auditeurs. Et il y a moins 10% du coup sur le site d'Aurac avec le code Le Chantier, tout attaché en majuscule. Mais on en reparlera. Très bonne offre, à la fin. Profitez-en. Donc le site internet, très bonne option bien évidemment. Et on a aussi le compte Instagram. Évidemment. Donc le compte Instagram, premier truc à faire, Aurac France. Ouais. Exactement. Aurac France, ok. Aurac France. ORAC. On redit. Tout à fait. Sur lequel on essaye de relayer, pareil, pas mal de projets réalisés par des architectes, des artisans, des clients qui doivent vous envoyer des projets. Exactement. Donc ça, c'est chouette pour voir vraiment tout à fait. des réalisations qui ont été faites. Ok. C'est clair. Donc parfait pour s'inspirer, pour une première entrée dans votre univers et voir un petit peu vos produits. Tout à fait. Et bien évidemment, notre réseau de distribution. Oui. Donc, qui est toi ton travail. Oui, qui est mon travail, donc je ne les oublie pas, mes chers clients. Pour vous acheter en magasin, on va où ? Donc nous, on peut nous retrouver chez grossièrement tous les grossistes en peinture que vous connaissez, les grossistes nationaux en peinture que vous connaissez. Les marques de peinture donc. Les marques de peinture, exactement. Les grossistes nationaux, donc ça peut être du Nuance Unicalo, du Tolins, du Jeffco, et il y en a beaucoup d'autres, je ne vais pas tous les citer. On va nous retrouver aussi, bien évidemment, chez nos clubs ambassadeurs. Donc les clubs ambassadeurs, c'est nos clients chouchous. Et ceux-là, vous pouvez les retrouver dans l'espace Votre Revendeur du site internet. Ils disposent généralement d'une très belle matériothèque, d'une très bonne connaissance des produits. Et donc, pour vous, ça peut être un excellent moyen déjà de pouvoir toucher les produits, regarder les références, faire vos choix directement au magasin. Ok. Ça peut être des magasins de peinture. Par exemple, ça peut être un Nuance Unicalo, du coup, qui est partenaire ambassadeur. Ça peut être un magasin de décoration indépendant. Ça peut être un architecte qui a un showroom. D'accord, ok. Qui est ambassadeur aussi des produits Aurac. D'accord, donc ça, on les retrouve sur le site. Et ça, vous les retrouvez sur le site. Dans l'espace Votre Revendeur, vous mettez la ville dans laquelle vous êtes. Généralement, à moins de 20-50 km, vous pouvez en trouver un. Okay. Et comme ça, vous déplacez et avoir un conseil client adapté. Oui, partout en France, on a forcément un revendeur pas loin. Tout à fait. Super. Donc, on a 3 solutions en fait. On a le site, on a Insta, et puis on a le physique, si on veut voir en vrai. Exactement. Toucher les produits notamment. Bah oui, c'est vrai que c'est chouette aussi. Sur le site, on se fait livrer partout en délai raisonnable. Tout à fait. Okay. On a la chance d'avoir notre super service ADV ici, donc qui est basé là où on se trouve à Paris, qui passe les commandes tous les jours, donc que ce soit les commandes du site internet ou alors les commandes de nos revendeurs. On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais tous les produits sont stockés en Belgique. D'accord. Donc vous avez tout en stock, donc tu n'as pas de délai Non. À ton avis, on livre en combien de temps ? Je sais pas, attends. La question piège. Bah, ça dépend En France. Ça dépend de la quantité, peut-être qu'il y a des produits un peu plus compliqués. Vous produisez pas sur commande ? Non, on ne produit pas sur commande. Tout est stocké. Vous livrez en une semaine, non ? 48 à 72 heures. Ah ouais. 48 à 72 heures. Même donc voilà. Une grosse commande ? Même une grosse commande. Alors, bien évidemment, je m'engage pas, ça dépend de la disponibilité en temps réel. Si jamais on a 3000 mètres linéaires de panneaux, je m'engage pas à ce qu'on puisse les envoyer en 48 à 72 heures. Mais sur 99% des projets, on arrive à livrer partout en France en 48 à 72 heures. Ah ouais, la préparation des commandes est très rapide alors. Ah bah, vous demandez aux filles, il faut faire un vie-ma-vie avec les filles. Tout est envoyé hyper rapidement. Ok, super. Donc, du coup, on a 3 solutions pour voir en vrai ou en ligne ce qui existe et affiner son choix. Selon toi, quelles sont les grandes règles à suivre pour bien choisir, bien choisir ses corniches, ses moulures, ses cimaises, ses plinthes ? Est-ce qu'il y a des critères à prendre en compte pour chacun de ces produits ? Alors, de toute façon, pour toutes les catégories produits confondus, la chose la plus importante, ça va être effectivement de vraiment bien définir son style. Parce qu'on a 400 références chez Aurac. On va aussi bien avoir... avec des styles très différents. Avec des styles très différents, justement, c'est une de nos forces. On va très bien avoir des choses haussmanniennes, classiques, que des choses beaucoup plus contemporaines, linéaires, etc. Donc, et même dans l'ancien, tu peux avoir des choses assez simples et des dessins un peu plus compliqués, exactement. Avec beaucoup de détails. Tout à fait. C'est pour ça que c'est important de définir vraiment son style. Pour ça, donc, comme on le disait, trouver de l'inspiration via nos différents canaux. Donc, bien définir son style par rapport à nos envies. Bien évidemment, tout n'est pas réalisable partout. On ne va pas réaliser un projet qui a été fait avec 3 mètres de hauteur sous plafond dans une maison où on a à peine 2 mètres 30. D'accord. Mais
Oui, il faut prendre en compte un peu le lieu aussi. Bien sûr, il faut prendre en compte le lieu. Par exemple, voilà, il faut jouer avec les dimensions. Sur une hauteur sous plafond de 3 mètres, on va pouvoir avoir une simèse très importante de 8 à 10 cm. On va pouvoir avoir une plinthe qui va aller jusqu'à 25 cm par exemple. Ah ouais. Donc il faut vraiment, selon l'intérieur aussi, jauger ce qu'il est possible de faire. On a la chance aussi chez Orac, parmi ces 370 références et quelques, d'avoir des choses qui se recoupent dans un seul et même style. Donc on va parfois avoir une simèse et une plinthe qui va se décliner en différents formats. Donc adapter, après avoir adapté le style, le format également. D'accord. Donc ça, c'est une chose. Faut pas avoir peur. Pas avoir peur d'oser, pas avoir peur de mettre trop de produits, pas avoir peur de mettre trop de couleurs, pas avoir peur, enfin voilà. De toute façon, c'est jamais trop tant que ça nous ressemble. Donc faut pas avoir peur d'oser. Et après, il n'y a pas de faux pas tant que ça nous ressemble. Oui, et puis tu as raison de dire c'est jamais trop tant que ça nous ressemble. Et en plus, tu vois, on le disait tout à l'heure, tu peux mettre... Alors, pardon, j'ai encore une fois pas les bons termes, mais tu peux mettre la moulure qui file en simèse, tu peux avoir des cadres au-dessus, en tout. Enfin, ça... Bon, à moins vraiment d'en mettre un paquet, c'est jamais trop. Tu vas jamais dire, mon Dieu, il y a trop de moulure. Non. Sauf si l'intérieur n'est pas adapté. Est-ce qu'il y a des intérieurs pas adaptés à ça, tu vois ? Non, il n'y a aucun intérieur qui n'est pas adapté. C'est plus sur le style. Et au contraire. Et même au niveau du style, on peut avoir justement, on met de plus en plus justement de moulures haussmanniennes, je pense que c'est ce dont tu parles, dans des nouvelles constructions par exemple. D'accord. Donc qui vont avoir un extérieur qui vont être pour le coup très contemporain et où à l'intérieur on veut donner du charme. Au contraire, on va avoir des maisons avec des murs en pierre dans lesquels on va vraiment vouloir apporter justement le côté contemporain, où là on va mettre une corniche rétroéclairée hyper linéaire avec plusieurs étages. Oui, donc, assez moderne. Exactement. Donc dans tous les intérieurs, de toute façon, on peut apporter du charme, on peut apporter de l'authenticité, on peut apporter de la beauté finalement. Simplement, il faut s'adapter à son intérieur. C'est ça. Et écouter un peu sans doute son intérieur, mais on peut aussi faire quelque chose qui ne colle pas forcément. Si on a un intérieur, par exemple, ou si on achète une maison années 70, on peut faire un truc hyper décalé aussi et ça peut marcher en fait. Bien sûr, sans problème. Au contraire. Moi, j'ai tendance à dire le plus c'est décalé, le mieux c'est. Ok, et au niveau des dimensions, en effet, tu vois, c'est dur parfois de se dire quelle est la bonne hauteur. Les plinthes, typiquement, ça va jusqu'à 25 cm. C'est quoi la hauteur de plinthe classique ? C'est alors 9, la hauteur de 11, plinthe classique, on est aux alentours de 10 cm. Ok. On est aux alentours de 10 cm. Bon, souvent, c'est même le maximum, 10 cm. Okay. On est plutôt aux alentours de entre 7 et 10 cm. Donc nous, effectivement, on propose des plinthes qui vont jusqu'à 25 cm. Magnifique. Parce qu'on veut que ça soit un élément de décoration à part entière. C'est-à-dire que des fois, il va suffire que d'une plinthe, même, pour rehausser un intérieur. Qu'elle soit de type, de style haussmannienne ou alors qu'elle soit de type très contemporaine. Il n'y a pas de règle, mais simplement, on veut vraiment que ça apporte quelque chose à l'intérieur. Oui, on n'est plus sur la plinthe. Ouais, juste pour l'aspirateur. Exactement. On n'est plus sur les coups. C'est exactement ça, pour éviter les coups. Ou alors pour combler un vide avec des mauvaises découpes de parquet. C'est pas juste la finition entre le sol et le mur, en fait. En fait, c'est plus qu'un élément technique. C'est aussi un élément décoratif. C'est aussi un élément décoratif. Surtout qu'une plinthe, tu vois, une plinthe très haute, par exemple, ça doit avoir un effet de donner le pied vraiment du mur, enfin de l'asseoir, tu vois. Je sais pas comment on dit, de lui donner une base visuellement. C'est vrai que c'est ça. Ouais. Visuellement, ça doit être intéressant. C'est très intéressant visuellement et ce qui est intéressant avec Orac, c'est que tous les produits sont primérisés à peindre. On l'avait pas dit, mais du coup, on peut les peindre comme ici, de la même couleur que le mur. Oui. Parce que autant avant avec une plinthe carrelage ou une plinthe bois. On avait tendance à se dire on n'a pas envie de couper la hauteur sous plafond avec une plinthe du coup qui va être trop haute. Or là, comme on peint la plinthe de la même couleur que le mur, justement ça va permettre d'élancer encore une fois la hauteur. D'accord. Et ne pas la couper. Donc tous vos produits sont livrés prêts à peindre. Exactement. Tout est primérisé directement en usine. Donc on a simplement à apporter la finition. Donc ça peut être n'importe quel type de peinture, une peinture classique en 2 couches. Ça peut aussi être un enduit à la chaux, ça peut être un béton ciré. Okay. Ça peut être vraiment bien sûr. Tout type de finition. Bien sûr, j'avais pas pensé à tout ça. Ok.
Et vous avez des produits de styles différents, du coup. Alors, bon, il y a plein de choses. Là, il faut vraiment aller voir sur le site, en fait. Parce que, donc, allez voir sur le site. Vous verrez vraiment tout ce qu'on propose. Il y a des choses toutes simples, comme on disait, des choses plus travaillées, modernes, des choses plus anciennes. Est-ce qu'au niveau des prix, il y a également des différences importantes selon les gammes de produits, selon les styles, selon le niveau de détail, tu vois, j'imagine? Alors, on va pas parler de gamme chez Orac. D'accord. Effectivement, il y a des différences de tarifs. Donc, la première différence, ça va être en fonction du matériau, bien évidemment. Ah oui. On a le matériau... entre les 3 matériaux. Entre les 3 matériaux. Donc, entre les 2 rigides, déjà, entre le duropolymère et le PuroTouch, on a le duropolymère qui est quand même presque 30% moins élevé en tarif que le PuroTouch. Ok. C'est pas du tout une question de qualité. C'est pour ça que j'aime pas trop parler de gamme. C'est plutôt une question de production. Oui. En fait, on a la production du duropolymère qui est 100% automatisée, quand la production du PuroTouch, elle, ne l'est pas. D'accord. Donc forcément, ça augmente les coûts de production. Les coûts sont forcément pas les mêmes. Et donc le tarif final. Ensuite, bien évidemment, le troisième matériau, donc le flexible, de par sa technologie, va être plus élevé aussi cher, en tarif. C'est un produit plus technique. Exactement, c'est ça. Donc forcément, le prix aussi est lui aussi plus élevé. Et après, ce qui va faire aussi la différence, aussi et surtout, c'est le format. Une plainte qui mesure 3 cm ne va pas coûter le même prix qu'une plainte qui mesure 25 cm. Oui, de hauteur, par exemple. Une moulure pareille. Une moulure pareille. Une rosace qui fait 10 cm de diamètre ne va pas coûter le même prix qu'une rosace qui en fait 95, forcément parce qu'il y a plus de matière. Et comme tu le disais, le dernier impact du coup que l'on peut voir sur les prix, c'est le détail du design. Plus on a un design qui est fin, plus on a un design qui est détaillé, plus le prix va être élevé. Ok. Est-ce qu'il y a des critères techniques à prendre en compte aussi pour bien faire son choix? Tu vois, je pense au mur, peut-être au type de mur sur lequel on prévoit de poser les éléments, selon le matériau, si c'est du plâtre, si c'est de la brique, si c'est... Ouais, très bonne question. Donc nous, les produits Orac, globalement, vous pouvez les poser sur n'importe quel support. N'importe quel support, ok. Ce qui va être... colle, on est d'accord? Exactement, ça se colle et justement, c'est ce qui va être important de regarder, c'est le type de colle que l'on va utiliser. Okay. Comme je le disais au début, on produit, nous, nos produits de mise en œuvre, donc ça passe par 2 colles de pose et 2 enduits de finition. Il faut prendre la colle adaptée à son support. D'accord. On ne va pas utiliser la même colle pour une plainte, par exemple, qu'on va venir poser directement sur un mur en placo, ou alors une surplainte, par exemple, qu'on va poser sur une plainte en carrelage existante. Oui, carrément. On a un support fermé, on a un support ouvert. C'est pas le même type de colle. Pareil, on va pas utiliser la même colle en pièces humides qu'en pièces sèches. Ok. Donc voilà, encore une fois, il faut adapter vraiment ces produits de mise en œuvre pour avoir un rendu qui soit qualitatif et surtout une durabilité dans le temps. Mais globalement, on peut intervenir sur tout type de support. Ok. Et quand tu parles des produits de finition, tu parles des joints ou Alors les produits de finition, effectivement, on va avoir un enduit acrylique pour faire les finitions, un joint acrylique finalement, qui va se peindre. Et on va aussi et surtout avoir ce qu'on peut mettre et dans les colles et dans les produits de finition, c'est une colle de jonction qu'on va mettre seulement dans les jonctions de nos produits et qui vont nous permettre d'avoir une jonction invisible et qui vont éviter qu'il y ait une rétractation vers des matériaux. Pour qu'il y ait une continuité dans une moulure, par exemple. Exactement. Je ne sais pas si tu le vois ici. Est-ce que tu arrives à voir aux angles, j'imagine. Aux angles, exactement. Mais sur le mur, là, ce n'est pas d'un seul tenant. Ce n'est pas d'un seul tenant. D'accord, oui, ça se voit pas. Ça ne se voit pas. C'est l'objectif. En fait, nous, le but, c'est vraiment d'avoir un rendu qualitatif, qu'on ait l'impression, limite, que ça a été, tu vois, façonné dans le mur, finalement. Exactement. Et ça passe par les bons outils de mise en œuvre. Donc, les colles de pose, la colle de jonction qui est très importante pour éviter toutes les fissures entre les éléments et pour avoir vraiment une finition impeccable. Et je pense que là, votre matériau doit jouer aussi. J'imagine que c'est un avantage par rapport à des moulures en médium, enfin en MDF ou en bois. Ouais, tout à fait. Que ça doit être plus discret, je pense, avec votre matériau sur les jonctions. De bien utiliser la colle de jonction. Et C'est toujours pareil. Effectivement, quand toutes les préconisations sont respectées, on arrive à avoir des rendus qui sont impeccables. D'ailleurs, j'en profite pour rebondir. On a sur notre site internet un onglet qui s'appelle Installation, où on va retrouver énormément de tutos de pose qui durent entre 3 minutes et 4 minutes. D'accord. Et qui nous rappellent du coup comment poser, comment couper, comment faire les finitions, les angles entrants, les angles sortants, les colles, comment les utiliser, dans quel ordre, à quel endroit. On va parler de la pose après, mais du coup on sait qu'il y a ça comme base déjà, Très on utile. Peut aller voir. Je m'avance trop. Parfait, non mais c'est super d'avoir ce support.
Et tu vois, aussi en termes de détails techniques à prendre en compte, je me dis, une rosace, par exemple, alors vous, ça reste assez léger, mais selon le poids que ça peut faire, parce que ça c'est quand même accroché au plafond, tu vois, le poids est plus important que... Oui. Une rosace, en plus, c'est quand même assez dense, c'est gros, donc ça peut être quand même plus lourd qu'une petite moulure collée sur un mur. Est-ce que ça, c'est un sujet Alors, c'est la colle aussi ou... Nous, nos rosaces, elles sont du coup faites en puro-touch, donc le puro-touch qui est quand même notre matériau le plus léger. Donc ça reste léger. Donc ça reste très 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 léger. Okay. Et bien évidemment, encore une fois, on parlait des colles à l'instant, on va pas utiliser la même colle pour une cimesse qui mesure 1 cm de hauteur que pour un panneau qui mesure 2 mètres ou 2 mètres 60 de hauteur, ou une rosace qui va faire 95 cm de diamètre. D'accord. Donc là aussi, encore une fois, on adapte la colle de façon à avoir un tac qui soit le plus intéressant. Donc le tac, en fait, c'est l'accroche finalement de la colle. Donc, en tout cas, critères techniques, bien choisir sa colle, mais surtout, il faut quand même bien connaître les supports sur lesquels on les pose. Donc, essayer de bien identifier en quoi il est mon mur, là. Qu'est-ce qu'on met dessus ? Est-ce qu'il y a de la peinture ou pas ? Est-ce qu'on pose avant ou après avoir peint, d'ailleurs ? Tu vois, bon. Bonne question. On en parlera dans la pause. À quelle étape d'un chantier vous préconisez de s'occuper de ces sujets-là ? De choisir, tu vois, les moulures, de tout, faire son choix et se faire livrer pour vérifier que tout va bien et tout. J'imagine que comme pour quasiment tous les sujets, le plus tôt possible, c'est le mieux. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on pourrait se dire, c'est le truc qu'on le fait à la fin, les moulures, on verra, tu vois, on verra même quand on sera chez nous, on fera ça après. Ouais. Alors effectivement, on a la chance de pouvoir intervenir un petit peu plus tard, ça se réfléchit. On n'est pas sur l'agencement en tant que tel, qui se réfléchit en amont. Mais comme tu le disais, le plus tôt est le mieux. Pourquoi ? Parce que ça permet déjà d'avoir une visibilité globale sur l'intégralité du projet. C'est vrai qu'on a certains ont tendance à se dire, c'est la décoration, on verra plus tard. Mais en réalité, c'est la décoration qui nous fera se sentir chez nous, qui nous fera se sentir bien. Donc c'est important d'avoir une visibilité sur l'intégralité du projet en amont. Pareil, au niveau des détails techniques, c'est important, je pense à l'éclairage indirect par exemple. L'éclairage indirect, quand il n'a pas été réfléchi en amont, il est très difficile à mettre en place. Une fois que l'électricien est passé, que les fils ont été tirés, que l'éclairage a déjà été installé au milieu de la pièce, très certainement. Enfin il y a des choses qui se réfléchissent quand même en amont aussi. Non mais carrément, et même... sans parler d'éclairage indirect, qui concerne peut-être pas tout le monde, là où tu mets ton interrupteur. Il faut caler avec ça avec tes moulures. La rosace, il faut voir ta suspension. Il faut caler bien ça avec l'électricien quand même. Non, mais c'est pour ça. Pas te retrouver avec une moulure au milieu de ton... Enfin, un interrupteur au milieu d'une moulure. En fait, l'idéal, c'est que les éléments de décoration au rack viennent s'implanter dans le chantier global et que ça ne soit pas juste... un ajout ensuite. Pas juste la cerise sur le gâteau. Après, bien évidemment, quand on est sur un projet simple où on veut rajouter une tête de lit, où on veut rajouter seulement une cimesse de... Et même des moulures partout, tu peux toujours le faire après. On peut toujours le faire après. Mais c'est mieux idéalement d'intégrer ça vraiment au chantier en cours. Tout à fait. Surtout que du coup, donc je reviens à ma question, est-ce qu'il vaut mieux peindre les murs et après venir poser tes éléments décoratifs, moulures, etc., que tu repeins ? Oui, parce que tu fais les joints et après tu peins. Non, il vaut mieux pas peindre, ou peut-être juste faire l'impression, poser les moulures et les corniches, etc., et peindre tout. Faire les joints, puis tout peindre. Ouais, effectivement. Si c'est un nouveau projet, donc si les murs sont vierges... Si on a la possibilité. Exactement, voilà, c'est ça. Si les murs sont vierges, qu'on est encore sur le placo d'origine, qu'il n'y a pas eu un seul coup de pinceau, c'est vrai que c'est beaucoup mieux, du coup, de poser les moulures en amont et de venir faire l'intégralité de la peinture en même temps. Mais c'est aussi possible de venir poser la moulure sur un mur qui est déjà peint, parce que c'est un mur qu'on veut changer, sur lequel on veut apporter un petit peu de renouveau, où là on va venir poser du coup la moulure sur un mur qui est déjà peint. Rien n'empêche de venir peindre après la moulure de la même couleur que le mur de base. Exactement, il n'y a pas besoin de repeindre tout le mur. Non. Si on reste sur le même coloris, il n'y a aucun souci. Et puis on peut même aussi, du coup, si jamais on veut changer la couleur, venir poser notre moulure et puis après repeindre l'intégralité du mur sans problème. Ok. Alors, comment savoir de quelle quantité on va avoir besoin ? Attention, là, je rentre dans la technique un petit peu. Non, mais parce que le truc le plus compliqué, entre guillemets, pour ce genre de produits, c'est les découpes, les angles, ce genre de choses. Donc,
Comment on fait pour bien calculer la longueur dont on va avoir besoin, notamment quand tu fais des cadres, tu vois, avec des simèzes. Nous, on aime bien les calculs mentaux. Ouais. Moi, c'est moi mon truc, c'est pour ça. Ouais, nous, on aime bien les calculs mentaux pour le coup. En fait, nous, tous nos produits ont une longueur standard de 2 mètres. D'accord. Donc déjà, voilà, on va pas avoir de 2 mètres, 2 mètres 12, 2 mètres 30. Ok. Voilà. Toutes les baguettes, tout ça, elles font 2 mètres. Voilà, Ok. toutes les baguettes font, dans la majorité des cas, mesure 2 mètres. Donc après, ce qui est important, c'est de bien calpiner en amont. Donc de bien avoir la visibilité sur les dimensions de notre pièce, des murs, etc. De savoir en amont combien de cadres on va faire. Ouais, il faut tout Comment dessiner. on va les faire. Donc voilà, calpiner, c'est l'étape la plus importante qui va ensuite nous permettre de pouvoir calculer le plus facilement possible les références dont on a besoin. D'accord. Donc ça, c'est pour les produits. Et après, on a le calculateur de colle automatique sur le site internet pour la finition du projet qui va nous permettre du coup de venir calculer automatiquement quelle colle, de quelle colle on a besoin et de combien on a besoin. Exactement. D'accord. Donc en fait, tu vas rentrer la longueur, tu dis ok, j'ai fait mon dessin, je veux tant de linéaires de plinthe, de simèze, de corniche. Et il va te dire, il faut tant de colle. Alors, on a même encore plus simple. Du coup, une fois que le calpinage est fait, on sait qu'on a besoin de 20 longueurs, peu importe, de simèze. Donc, je vais aller sur le site internet. Je vais mettre mes 20 longueurs dans mon panier. Et la colle je vais aller dans mon panier. Et là, je vais avoir un pop-up qui va s'afficher et qui va me dire attention, n'oubliez pas les colles. Et c'est vrai, très important, n'oubliez pas les colles. Ouais, et surtout prendre la bonne, votre colle. Exactement. Et là, je vais avoir un message. Faut pas prendre une autre colle du commerce. Ah je le conseille forcément pas. Ouais. Non mais ça c'est un conseil qui revient tout le temps, quel que soit c'est comme les papiers peints, les marques elles te conseillent toujours de prendre la colle qui va avec parce que le résultat il n'est pas du tout le même. En fait, nos colles elles sont développées pour nos produits. Donc je ne dis pas que c'est les meilleures du marché parce que forcément elles ne correspondront pas à d'autres catégories de produits qui ne sont pas les nôtres. Mais en tout cas pour nos produits, les colles sont testées, retestées, approuvées. C'est celles qui vont permettre d'avoir un rendu le plus esthétique possible et qui vont permettre d'avoir une grande durabilité dans le temps. Parce que bien évidemment, il faut savoir que l'on n'intervient pas sur un projet sur lesquels nos préconisations de pose n'ont pas été respectées. Ouais. Donc, ne serait-ce que pour des questions de garantie. La garantie ne s'applique pas. Exactement. Ah oui, mon Dieu, tu peux avoir la moulure qui se décolle, c'est un peu dommage. Ça n'arrive pas avec nos colles. Oui, voilà, si tu prends pas la bonne colle. Mais c'est un risque auquel tu peux t'exposer si jamais tu n'utilises pas de colle. Et donc, du coup, on te dit, pensez bien à la colle et on te donne la quantité sur le site dont pensez tu as bien besoin. À la colle. En fonction de ce que tu as dans ton panier, on te donne la quantité. Exactement. Okay. Tu as juste à répondre à un petit questionnaire. Sur le type de produit. Une question. Okay. En l'occurrence, c'est où est-ce qu'on pose. Espace intérieur, pièce humide ou pas. Pièce humide, espace extérieur, surface poreuse, surface non poreuse. D'accord. Et c'est grâce à cette seule et unique question qu'on va pouvoir te donner le bon quantitatif et la bonne colle. Parfait. Après avoir parlé du choix, il faut qu'on parle de la pose, du coup, qui est aussi importante, j'imagine, que le choix du produit. Tout à fait. Pour un beau résultat. Donc, dis-nous tout. Alors, j'imagine déjà que la plupart des clients, ils posent tout seuls les produits, non ? Enfin, c'est hyper facile à poser. Ça fait partie effectivement des gros avantages de la marque par rapport à d'autres produits dont on parlait juste avant. Donc, on est effectivement posé par les particuliers. On est aussi beaucoup posé par les professionnels du bâtiment. Je pense aux peintres, je pense aux menuisiers, je pense aux carreleurs aussi des fois, enfin soliers en général. Donc finalement, on peut être posé par tous. Par tout le monde, ok. C'est quoi les bons équipements ? Quels sont les bons équipements à avoir pour préparer la pose ? Comment on s'équipe pour poser les moulures, les corniches, les simèzes, les plinthes, la bonne colle, on en a parlé ? Alors effectivement, donc les bons produits de mise en œuvre, donc la bonne colle. Il faut aussi un outil de coupe qui soit efficace. Donc tous nos produits sont recoupables via n'importe quel outil de coupe. Donc ça peut être un outil électrique ou manuel. Facile à couper. Très facile à couper. Mais bien évidemment, plus on a un outil sophistiqué, plus c'est... moins on risque d'avoir des écarts de coupe, mais une boîte à coupe classique avec une scie à métaux ou une scie à bois peut très bien faire l'affaire pour un particulier. Et vous avez ça ? Vous vendez sur le site ces accessoires ou Oui, on vend effectivement des boîtes à coupe, plus ou moins sophistiquées justement, avec la scie. Donc juste ça ? Juste ça. Un niveau ? Un niveau, effectivement. Ouais. Un niveau, bien évidemment, si on veut poser, d'ailleurs, j'allais dire de la simèze, mais ça peut aussi être du panneau. Un niveau très important. Si on a
un pistolet à colle. Parce que nous, toutes nos colles et nos produits de finition sont en cartouche. Ah d'accord. Donc bien Donc, avoir on un la met pas au pistolet à pinceau. cartouche, non, on ne la met pas au pinceau. Bien avoir un pistolet, s'il est électrique, c'est encore mieux, parce que quand on a toute une pièce à faire en panneau, ça peut faire un petit peu mal aux mains. D'accord. Mais je l'ai fait et je l'ai réussi, donc pas de souci. Ok. Donc C'est voilà. beaucoup plus précis avec le pistolet. D'accord. Alors nous, en fait, sur nos panneaux, on a des rainures à l'arrière D'accord. qui Parfait. permettent vraiment d'être très précis. Donc Ah on a oui. simplement, du coup, avec les cartouches, à mettre dans les rainures sur les côtés des produits Nickel. généralement. Ok. Et après, on a bien suffisamment de colle. Ok, donc équipement assez léger. Équipement assez léger. Normalement, Et tout est sur le site. on peut avoir ce qu'il faut chez nous. Et tout est sur le site. Et alors ensuite, une fois qu'on est bien équipé, qu'on a tout sous la main, c'est quoi les étapes de la pose? Le jour où on se lance, quelles sont les étapes à bien respecter pour rien oublier et avoir un résultat nickel? Alors le calcul, déjà, donc, Ok. dans un premier temps, bien calculé parce que on préconise d'avoir environ les 10% en fait de marge d'erreur. Mais bon, plus c'est un petit peu compliqué, donc bien faire ces calculs, bien l'indiquer du coup sur les produits pour avoir une coupe qui soit efficace pour limiter un maximum la perte. Moi, je conseille toujours de faire une découpe, on pose, puis une autre découpe, puis on pose. D'accord. Une découpe, puis on De pose. pas tout découper, On va puis pas de tout poser. découper, Ok. puis tout poser, parce que là, du coup, si jamais il y a une erreur, Ouais. bah, pour le coup, C'est on a foutu. tout perdu, c'est foutu, et puis on n'a plus de marge d'erreur. Donc, On fait au fur et à mesure. De poser au fur et à mesure. On vient faire du panotage, on va couper l'équivalence du coup d'un encadré, puis un autre, puis un autre. Mais on va pas tout. Panotage, tu veux dire créer des encadrés. Voilà, des rectangles, là, des encadrés, plusieurs sur le mur, Tout à fait, c'est ça. qui ont peut-être pas forcément la même taille d'ailleurs. Tu vois, là, je vois derrière toi, il y a un grand au milieu horizontal et deux petits de part et d'autre. Oui. Donc voilà, donc bien calculer, couper et poser. Encore Ok. une fois, on en parlait. Bien utiliser les outils de mise en œuvre. J'en reparle parce que c'est primordial. La colle de jonction, la FX400, Ah oui. la colle rouge, systématique dès lors qu'on a des jonctions, que ce soit des jonctions de plainte, des jonctions de simèse, des jonctions de panneaux, systématiquement l'utiliser. Donc ça, c'est une plainte, c'est une colle spécifique qu'on n'utilise que pour ça. Spécifique que l'on Que pour joindre les deux bouts. Pour les jonctions. D'accord. Pour joindre les deux bouts, exactement. Ok. Donc, on colle au bout, on colle dessus. On fait au fur et à mesure. Ça permet aussi peut-être de rattraper si on n'est pas très droit, si on... Voilà. On peut rattraper avec la suivante. Tout à fait. C'est ça. Donc, une fois posé, il restera les finitions, bien évidemment, à faire. Donc, finition enduit acrylique, du coup. Alors, attends, temps de séchage faut attendre. Alors, c'est une prise immédiate, donc on peut faire la finition presque instantanément. Parfait. Donc, la finition, ça va être l'enduit de finition, donc, qui va nous permettre de, par exemple, éliminer totalement la jonction entre deux panneaux, ou alors faire une jonction impeccable entre le mur et la simèse, entre Exactement. le mur et la corniche. Ok. On laisse sécher, pour le coup, 12 à 24 heures. Ok. Et on peut venir peindre, du coup, et apporter la finition. D'accord. Les joints, ça, vous les vendez aussi sur le site? Il y a un petit kit, non? Pour faire les joints acryliques? Les joints acryliques, on a un enduit acrylique, en cartouche toujours. Parfait. Qui nous permet de faire les finitions. Ok. Ben voilà, ben c'est hyper facile. Ça se fait en 5 minutes. Rien de simple. Et on peint dessus et c'est parfait. Et c'est terminé. Si on fait réaliser la pose par un artisan, est-ce qu'il y a des trucs Est-ce qu'il faut un peu le briefer, tu vois? Non, enfin c'est... Alors honnêtement, C'est les hyper artisans, Ouais, ils ont généralement, l'habitude. vous pouvez avoir toute confiance parce que voilà, effectivement, ils ont vraiment l'habitude. Bien briefer, j'y reviens, vous allez me dire que je fais que d'en parler, mais bien briefer quand même les artisans sur l'utilisation de nos produits. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que eux, ils ont leurs petites habitudes. Exactement, Ouais. ils ont leurs petites habitudes, Leurs ils ont produits, leur leurs carte outils, ouverte, ouais, leur ouais, camion. exactement. Dans ce cas-là, ils vont avoir tendance à Ouais. jouer la Je vois exactement, ils vont dire non mais j'en ai, c'est bon, j'ai déjà... Ça, c'est la même, c'est l'équivalent. Non mais ça c'est pas bien, la mienne c'est mieux. Ouais. Moi je vais utiliser la colle de pose pour faire la jonction et puis au final, Ouais. dans 1 an, 2 ans, Ok. même 1 mois, 2 mois, quand la maison bouge, on arrive avec des fissures ou autres. Donc bien insister sur l'utilisation de nos produits de mise en Ok. œuvre pour être vraiment sûr d'avoir une bonne Ouais. durabilité. Très Et bon après pour conseil. la pose, pour les découpes au global, ils savent Oui, faire, là, ils c'est savent un métier
Donc ils ont l'habitude. Donc on ne lâche pas sur l'utilisation des produits Oracle. On ne lâche pas parce que c'est vrai. T'as trop envie, tu sais. Quand l'autre il te dit, ton artisan il te dit mais si, mais vous inquiétez pas, c'est bon, t'es là, bon, ok. Non. Non, on ne déroge pas. Honnêtement, c'est pas grâce à nos produits mis en œuvre chez Oracle qu'on gagne de l'argent. Voilà, c'est pas ça. Non, c'est que sinon c'est trop con. Surtout qu'un an après, comme tu dis, ou même 6 mois, si on vous appelle en disant ah c'est quoi ce truc, ça se décolle. Ben mec, t'as pas utilisé notre colle. Normal, en fait. Ok. Donc voilà, c'est vraiment pour que le produit soit à la hauteur aussi de vos attentes, de vos espérances. Ok. Est-ce que tu as un projet client coup de cœur que tu as croisé, tu vois, ou que tu as vu peut-être sur le compte Instagram qui a été partagé Il y en a beaucoup. Un projet Oracle que tu as adoré? Il y en a plein des projets sur lesquels on se dit ah ouais, punaise, c'est dingue. Après, en projet coup de cœur, je pense au Magic Hotel de Disneyland. Et là, c'est l'esprit du coup d'enfant qui renaît. Mais c'est cool aussi de se voir projeter dans des univers comme ça, très particuliers, très connotés, très féeriques, finalement. Faut que je le regarde. C'est quoi? Qu'est-ce qui a été mis du coup? Alors, c'est beaucoup de moulures du coup. Beaucoup de moulures, le côté haussmannien, baroque. Château, ouais. Exactement, château, princesse. Trop bien. Trop bien. Ouais, trop bien. Ah, je vais aller voir. Et on le retrouve sur votre site? Alors, tu l'as sur les réseaux sociaux et puis moi, je pourrais te donner quelques photos si tu veux. Ah ouais, tu me diras. Ah ouais, je le mettrai sur le site. Tiens. Avec plaisir. Il y a quoi comme produit Oracle chez toi? Est-ce que tu as tapissé tes murs de moulures et de... Oui. Ouais, j'en ai pas mal chez moi. Alors moi, j'ai plutôt du panneau mural pour le coup, parce que j'avais déjà... tout à l'heure. Ouais, j'avais déjà de la moulure du coup dans ma maison à l'origine, que j'ai laissée. Donc j'ai apporté un petit peu de contemporain là-dedans. Donc j'en ai dans ma salle de bain, j'en ai dans ma cuisine, j'en ai dans mes niches. Dans la salle de bain, sympa. Tu vois, encore typiquement, j'aurais pas pensé. Le panneau mural, on n'en a pas trop parlé. Alors, faut vraiment aller voir les photos sur le site pour se rendre compte de ce que c'est et de ce que ça peut apporter. Mais là, c'est vraiment de la décoration. Tu vois, c'est presque comme... pas comme une œuvre d'art, mais c'est peut-être presque comme être un tableau au mur. Tu vois, tu vas voir un aplat comme ça avec un motif particulier. Tout à fait. Alors, pour le coup, c'est vraiment... l'essence même, je trouve, de la décoration contemporaine. C'est-à-dire que ça va intervenir là où, initialement, on pouvait mettre, par exemple, un papier peint. Du coup, on va venir le remplacer par quelque chose de beaucoup plus contemporain. L'avantage des panneaux muraux, c'est qu'on va avoir un motif qui peut être plus ou moins grand si on le met sur toute hauteur, si on le met en sous-bassement ou autre, qu'on va pouvoir venir repeindre, comme tout le reste d'ailleurs, si jamais on a envie de changement. Et pour le coup, ça permet d'apporter du renouveau, encore une fois, en un coup de pinceau, si jamais on veut apporter du changement. Donc ça, c'est un super produit, le panneau mural. Ça cartonne en ce moment. D'ailleurs, nos nouveautés, on en a eu 3. Là, on a eu 3 nouveaux panneaux muraux au mois d'octobre. On en fait vraiment de plus en plus. On n'en voit pas partout encore. C'est vrai. Contrairement à d'autres produits qu'on a beaucoup vus. Je pense à du tasseau, par exemple. Du tasseau en bois, qui est très joli aussi. Attention, je dis pas. Mais qu'on a beaucoup plus vu et dont on commence aussi un petit peu à se lasser. Ça permet vraiment d'apporter une nouvelle alternative. Oui, c'est assez original. Exactement. Tu vois, c'est pas vu et revu, en effet. Et tu peux le mettre sur un mur, mais tu peux le mettre sur tout. Enfin, sur quoi? On peut le mettre sur tout. On peut le mettre sur un mur. On peut le mettre dans des niches. On peut. Moi, j'ai déjà des clients qui ont habillé des cuisines. J'allais dire sur une cuisine. Ok. Ouais. D'accord. Des façades de cuisine. Tu le colles sur tes façades? Exactement, tu le colles sur tes façades. Alors, on a des designs qui vont être plus ou moins épais, donc partir plutôt sur quelque chose de fin. Y en a qui créent des façades aussi avec une base MDF, puis du panneau mural par-dessus. D'accord. Donc vraiment beaucoup de choses à faire. Ah, génial. On a des façades de boulangerie, des façades de restaurants aussi qui sont faites avec les panneaux murales. D'accord, aussi en extérieur. Tout à fait, sans problème. Oh là là, ok. Quel conseil pour finir? On a parlé de plein de choses. Quel conseil pour finir tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans un projet travaux? Pas forcément sur, tu vois, l'habillement mural, enfin sur, voilà. Surtout sur... encore une fois, moi j'aurais envie de lui dire de ne pas avoir peur d'oser, d'avoir quelque chose qui lui ressemble. Au contraire, s'il pose la question aux gens et que les gens lui disent que c'est pas beau, que c'est moche, tant mieux, parce que ça veut dire que ce que tu auras chez toi, tu l'auras pas chez les autres. Et ça, c'est ce que je peux souhaiter à tout le monde, c'est que justement, on ait des intérieurs qui nous ressemblent, qui reprennent notre personnalité. Qu'on n'est pas tous les mêmes, surtout. Qu'on n'est pas tous les mêmes, surtout. Donc, ne pas avoir peur d'en mettre beaucoup, de mettre beaucoup de couleurs, de mettre beaucoup de styles. Voilà, il faut oser. Ça marche, super conseil. J'ai 5 petites questions rapides pour toi, pour terminer. L'idée, c'est de répondre un peu du tac au tac. Ok. Maison ou appartement? Maison. Faire ou faire soi-même? C'est compliqué.
faire soi-même, parce que je l'ai fait moi-même. Toi, t'as fait moi. tout seul, tu disais. J'ai tout fait toute seule. Et t'en as retiré beaucoup de fierté. Beaucoup et de fierté, plaisir, d'apprentissage aussi. Plus les projets avancent, mieux c'est réalisé. Ouais. Oui, on apprend au fur et à mesure et on est meilleur à chaque fois et c'est chouette aussi de le réaliser, qu'on s'améliore. Moulure sur les murs ou rosace au plafond? Moulure sur les murs. Corniche simple ou assez travaillée? Simple. Panneau mural style ancien ou style contemporain? Contemporain. T'es plutôt contemporain, toi, contemporain. Ce que tu disais. Qui aimerais-tu entendre sur ce podcast après toi? Eh ben moi, j'aimerais bien entendre, pour le coup, des professionnels de peinture, des marques de peinture, parce que c'est vrai que... c'est très complémentaire à ce que vous faites. On est très complémentaire avec la peinture. Pareil, encore une fois, la peinture apporte énormément à l'intérieur. Ça permet de délimiter les espaces aussi, apporter de la profondeur, du relief, etc. Donc, une marque de peinture, ça me plairait bien. Eh bien, il y en a déjà eu, mais il y en aura d'autres bientôt. Donc, ton souhait va être réalisé. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant et c'est des sujets... moi, je pourrais en parler des heures, que ce soit la couleur, la façon de produire la peinture, et comme tu dis, tout ce avec quoi on peut jouer pour décorer, les effets que ça peut donner, etc. Un petit mot de la fin pour terminer? On a tout dit. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Il y a forcément plein de choses qu'on n'a pas dites. N'hésitez pas, encore une fois, à vous informer, du coup, à utiliser nos différents canaux, nos comptes Instagram. Nous, on a une équipe France. Il faut aller voir, vraiment. Il faut aller voir. On a une équipe France qui est passionnée par ce qu'on fait, passionnée par les produits qu'on vend. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous envoyer des petits messages sur les réseaux sociaux. Vous avez les contacts de tous les responsables commerciaux sur le site internet. Donc, faut vraiment pas hésiter. Nous, on est là pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous inspirer. Qu'on soit pro ou particulier, enfin pour les pros notamment. Que vous soyez pro ou particulier, vraiment, n'hésitez pas à nous solliciter. On se fera un plaisir de répondre à vos questions. Et l'équipe Belgique aussi, j'imagine. Tu disais l'équipe France, mais nous avons aussi plein d'amis belges qui nous écoutent. On a plein d'amis belges. Et oui, mais bien entendu, vous avez une super équipe en Belgique. Eh ben, écoute, merci beaucoup de nous avoir raconté tout ça, l'histoire déjà d'Aurac. Je ne soupçonnais pas que c'était aussi ancien, enfin qu'il y avait autant d'ancienneté, tu vois, dans l'histoire de la marque. Et depuis le temps, franchement, que mes invités me parlent de vous dans les épisodes du podcast, vraiment, c'est arrivé à de nombreuses reprises qu'on vous recommande. Je pense à Marie, qui a le compte La Villa d'Aville, qui est passée dans un épisode. C'est de l'épisode 40... j'ai envie de dire 49, mais je suis pas certaine de moi. Elle, toute sa maison, il y a du Aurac partout. Enfin, régulièrement, on me parle de vous. Donc, je suis vraiment contente d'en savoir plus sur vous et sur tout ce que vous faites. C'est passionnant et puis c'est tellement beau, surtout d'avoir vu tout ça en vrai au showroom. Merci d'avoir partagé tes conseils de pro. Ça encourage vraiment à penser tous ces petits détails, quoi, où tu te dis, oh ouais, c'est du... Est-ce que vraiment, tu vois? Mais oui, il faut le faire, ça change. En fait, ça change tout. Ça change tout. Tu vois, et des fois, il suffit de pas grand-chose pour justement réveiller un intérieur. Et t'as pas besoin non plus de mettre la totale sur ton mur. Tu mets la jolie plainte moulurée. Il n'y a pas de petit projet. La petite simèse au mur pour faire juste un petit soubassement, casser la hauteur du mur, hop, tout et voilà, ça change tout. Et le tour est joué. Et surtout, ça se fait facilement. Et ça... c'est très important. Je rappelle, du coup, on l'a dit tout à l'heure, mais que vous offrez gentiment, et je vous en remercie, un code promo pour les auditeurs du podcast, donc qui offre moins 10% sur votre commande en ligne sur le site auracdécor.com. Le code, c'est le chantier, tout attaché en majuscule. Ça dure jusqu'au 30 juin 2026. Vous avez un petit peu de temps devant vous, quelques mois, mais profitez-en. Que te dire d'autre? Plein de bonnes choses. À toi pour 2026 qui démarre. Toi aussi, à tous ceux qui nous écouteront. Plein de beaux projets à venir, j'espère. Chez toi, peut-être, sur ton long mur. Franchement, je vais y réfléchir. Et chez tes auditeurs. Je vais y réfléchir parce que ma maison s'y prêterait parfaitement. Eh ben, écoute, on peut y réfléchir ensemble. Ouais, je vais y réfléchir. Et plein de bonnes choses pour 2026. Une ouverture de showroom au public. On a hâte de voir ça. Ouais. On en parlera quand ce sera ouvert. Et voilà, à très bientôt. À très vite, merci à toi, c'était super.
Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu, que vous avez appris plein de choses intéressantes avec Jade et que vous avez noté de bons conseils pour votre projet travaux. Si vous décidez de poser des moulures chez vous, des corniches, de nouvelles plaintes, n'hésitez pas à m'envoyer les avant-après. Je serais trop contente de voir le résultat de ce qu'a inspiré cet épisode chez vous. 2 petites minutes encore pour vous dire que si vous aimez ce podcast, vous pouvez m'aider en laissant 5 étoiles et votre avis en quelques mots sur l'application Apple Podcast ou Spotify, juste après avoir écouté cet épisode, ça m'aide énormément. Pensez aussi à vous abonner au podcast sur votre application d'écoute pour ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez aussi écouter ou réécouter ceux déjà disponibles et il y en a plus d'une centaine dans lesquels vous trouverez 1000 conseils, retours d'expérience et bonnes adresses pour vos projets travaux. Vous pouvez aussi commander le livre du chantier, tout récemment sorti. Il est disponible sur lechantierpodcast.fr et bien sûr dans toutes les librairies. Ce livre qui complète à merveille les épisodes avec les meilleurs conseils et témoignages du podcast réunis en 10 chapitres, un vrai guide pour mettre toutes les chances de votre côté pour réussir votre chantier. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du chantier à écouter en peignant les murs ou en décollant votre papier peint. À très vite.